Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Descente ce jeudi du ministre Alain Orunla dans la cité des Kobourou. L'autorité a présenté aux citoyens les réformes et actions mises en œuvre par le gouvernement. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du programme dénommé « Le gouvernement au contact de la population ». Clôture ce jeudi du séminaire régional qui a réuni à Cotonou les aquaculteurs et cadres du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale Provac 2. Les détails dans cette édition. Et puis les dates des différents examens nationaux de l'année scolaire 2019-2020 sont connues depuis le mardi 3 mars. Quel est le niveau d'exécution des programmes dans quelques établissements de la ville de Cotonou? La réponse est à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. J'ai sur ce plateau avec moi le docteur Cyriaque Dosso Afoukou, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes là pour nous parler de la campagne nationale digitalisée de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est bien ça? Bien ça. Ok, restez avec nous, nous en parlerons dans un instant. Direction le Borgou où le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, est en tournée. Il a échangé ce jeudi 5 mars 2020 avec la population de Parakou dans le cadre de l'initiative dénommée le gouvernement au contact de la population. Les échanges ont porté sur les actions et réformes du chef de l'État, mais aussi et surtout sur les attentes de la population. Léon Batonwero, Maké Kapo pour le compte rendu. La grande salle des fêtes de la mairie de Parakou était devenue trop exiguë pour accueillir l'initiative du gouvernement qui le met au contact de la population. Il s'agit d'apporter la bonne information sur les actions du gouvernement, mais aussi de recueillir des critiques et des doléances. Le gouvernement du président Talon a besoin de savoir que ce qui se fait est compris des populations, est apprécié d'elles. Et c'est pour cette raison que, sans faire de la politique, les Béninois doivent s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. Comme vous êtes sortis massivement pour écouter ce que le ministre est venu vous dire au nom du gouvernement. Un tour d'horizon des actions et réformes menées depuis 2016 est fait par le ministre porte-parole du gouvernement dans sa communication. Au plan local, Parakou peut citer quelques actions de l'exécutif béninois. L'achèvement des travaux de contournement et de traversée de la ville qui ont coûté 30 milliards. Les travaux d'asphaltage, dont la première phase en cours s'élève à plus de 8 milliards. À ces investissements, on peut ajouter les financements sectoriels, dont les plus récents sont le renouvellement des infrastructures de la SONEL, l'amélioration des prestations de la FBE et les importants appuis à la décentralisation. D'autres préoccupations sont abordées, même si les intervenants s'accordent à reconnaître avant tout les mérites d'un pouvoir. Les chefferies traditionnelles, comme elles sont reconnues officiellement, que le gouvernement en fait face. Depuis un certain temps, il a assez de délinquance dans la ville de Parakou et nous souhaiterons avoir des brigades civiles pour éliminer tout ceci. Ça que je voudrais dire, on fait soutenance à l'université, mais cet diplôme, où on va amener ça? Puisque vous les papas, ça critique que vous faites là, c'est le pot cassé, c'est nous les mamans. L'hôpital de Parakou, CHD, n'est pas encore à la hauteur de ce que nous souhaitons. Là, on n'a pas dit que le scanner ni d'IRM est par conséquent limité. Un effort est souhaité par conséquent quand la santé n'a pas de prix. Cotem, fermé depuis le 1er mars 2017, pour une réhabilitation, se fait toujours attendre. Nous vous prions, monsieur le ministre, de faire un effort pour qu'au plus tôt, Cotem puisse ouvrir ses portes. Il y a quelques mois, en 2019, j'étais fier, très fier de voir le président Patrice Talon d'aborder le maillot jaune des écureuils du Bénin. Parce que c'était vraiment formidable ce que ces jeunes écureuils ont fait en Égypte. Mais monsieur le président, voilà que Parakou a un seul stade synthétique. 3 grandes équipes, les Buffs du Borgou, de Real, de Dynamo et autres,
se partagent un seul terrain synthétique alors qu'une place réservée au quartier Beyerou est disponible pour un stade moderne. La majeure partie des problèmes posés ne tardera pas à trouver solution, rassure le ministre porte-parole du gouvernement. Les Béninois devront davantage travailler et encourager le chef de l'État à l'effort de bâtissement d'un Bénin de type nouveau, un Bénin qui engage les pas vers son réel développement. Hippolyte Ouenou, coordonnateur du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale POVAC 2, a au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche procédé ce jeudi 5 mars 2020 à la clôture du séminaire régional conjoint sur les résultats à mi-parcours des activités du POVAC 2. Ce séminaire qui s'est tenu à Cotonou vise à établir une bonne politique de développement de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Il a connu ce séminaire, bien évidemment, la participation de plusieurs acteurs du domaine. Romaric Dossa, Sémier Yessoufou pour le compte rendu. Favoriser et encourager le partenariat public et privé pour l'amélioration des conditions d'investissement en aquaculture continentale en Afrique de l'Ouest. Tel est l'objectif de ce séminaire qui a réuni les acteurs de l'aquaculture de l'Afrique de l'Ouest. 3 jours durant, les participants ont partagé leurs connaissances et expériences afin d'aider les pays représentés à améliorer leur production aquacole. Les travaux ont été vraiment intenses et la participation également active. Comme tous nous le savons, l'aquaculture n'est plus un problème d'un seul pays. La préoccupation est pour nous tous. Le développement de cette aquaculture nous incombe tous. Vous avez pu identifier, définir les orientations stratégiques dans les domaines d'intervention prioritaires pour une aquaculture durable. Le projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale, phase 2, financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le comité des pêches du centre-ouest du golfe du Guinée, CPCO, est dans sa 3e année d'exécution. Il a permis de définir les interventions stratégiques pour une aquaculture durable dans la sous-région. La séance a servi de cadre pour remercier le gouvernement pour l'accompagnement du projet. C'est mon président et je sais ce dont il est capable. On a travaillé déjà ensemble et on continue de travailler ensemble. Je connais son engagement dans le travail au quotidien, mais aussi vis-à-vis du CPCO. Il n'a jamais manqué l'occasion de nous accompagner. Donc, vous voudrez lui transmettre nos remerciements, l'assurer que nous avons tenu une belle réunion et que les recommandations lui parviendront incessamment. La balle est maintenant dans notre camp. Et je voudrais recommander chacun à son niveau pour que les recommandations qui ont été formulées, que les dispositions soient prises pour leur bonne mise en œuvre. Car le développement de l'aquaculture en dépend. Booster l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest à travers l'aquaculture, c'est ce qui justifie ces assises de Cotonou, tenues du 3 au 5 mars 2020 et qui donne un nouvel élan au développement de ce type de culture dans la sous-région. On retrouve à présent notre invité, le docteur Cyriaque Dossoir-Foucault. Docteur, le 24 février 2020, le ministre de la Santé a lancé la campagne, notamment la phase de dénombrement. Dites-nous pourquoi l'organisation d'une nouvelle campagne de distribution des moustiquaires et qu'est-ce qui explique l'utilisation de la technologie à travers cette édition? Merci, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que le Bénin a pris des engagements par rapport à la lutte contre le paludisme sur toute l'étendue du territoire. Le premier engagement, c'est de contribuer d'abord à l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD. Et plus spécifiquement, les ODD relatifs à la santé, et l'ODD numéro 3. Le deuxième niveau d'engagement, c'est à travers le plan national de développement sanitaire qui vise à atteindre 0 décès lié au paludisme et en même temps réduire de 15% le nombre de cas de paludisme au Bénin. Et le troisième engagement, c'est à travers le
plan stratégique national intégré de lutte contre le paludisme 2019-2023 qui vise l'élimination du paludisme hors du Bénin à l'horizon 2030. Donc, voilà, de façon précise, les engagements de notre pays. Alors, maintenant, c'est pour pouvoir atteindre ces objectifs que plusieurs stratégies ont été développées et retenues. Et parmi ces stratégies, nous avons d'abord un volet préventif. Et le volet préventif constitue une place prépondérante au sein de cet arsenal mis en place pour pouvoir lutter contre le paludisme au Bénin. Mais à l'intérieur de ce volet préventif, nous avons l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qui est une intervention à haut impact. Et pour pouvoir utiliser effectivement ces moustiquaires, une chose est de l'utiliser, mais l'autre chose est de l'avoir. Exactement. Et c'est pour cela que, depuis plus d'une décennie, l'État béninois a pris des engagements pour pouvoir mettre à la disposition de toute la population du Bénin des moustiquaires imprégnés à longue durée d'intervention. Pourquoi maintenant une nouvelle campagne de distribution? Alors, j'étais là tous les 3 ans, donc la dernière en date, c'est en 2017, où nous avons enregistré cette distribution, cette campagne de distribution. Et cette année, ça fait 3 ans exactement, nous avons la nouvelle campagne. Et ça vise à passer à l'accès universel recommandé par l'OMS. Maintenant, le cachet spécial de cette campagne, c'est le volet digitalisation. Et ce volet, vous devez comprendre que Son Excellence, le Président de la République, a un intérêt particulier pour le numérique. C'est pour cela que nous avons voulu, à travers les avantages liés à cela, opter pour cette option. Alors, les avantages liés, d'abord nous avons les données à temps et des données plus fiables. L'autre avantage qu'on peut avoir et qu'on n'avait pas, c'est de pouvoir géolocaliser les zones qui ne sont pas couvertes et en même temps redéployer les équipes pour pouvoir aller vraiment dénombrer ces ménages et avoir un objectif visé qui est de 100% de ménages dénombrés. Oui, on comprend. Puis, que les avantages... il y a des externalités également, si vous permettez, monsieur le journaliste. Oui. Comme externalité, c'est que nous pouvons disposer d'une base de données que d'autres interventions en matière de santé pourront utiliser plus tard. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, mais des avantages, on comprend que c'est des avantages qui concernent les acteurs, bon, vous, les organisateurs, mais que gagnent les acteurs, ceux qui perçoivent ces moustiquaires-là? Ce qu'ils gagnent d'abord, c'est l'utilisation de la technologie. Ce qu'ils gagnent d'abord, c'est de ne pas avoir au sein de la population des gens qui n'ont pas été dénombrés. Donc 100% des ménages seront dénombrés. Et quand les 100% sont dénombrés, cela suppose qu'on pourra toucher tous les ménages au niveau national, conformément à ce qui a été retenu. Donc voilà l'avantage qu'il y a. Et puis, si au-delà de l'avoir, c'est qu'il y a un national on a mis en place un système de communication qui permet également d'expliquer à la population comment on doit pouvoir utiliser ces moustiquaires pour pouvoir être à l'abri du paludisme. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que nous sommes au Bénin et le paludisme constitue un lourd fardeau pour notre pays. Et au niveau des formations sanitaires, c'est vraiment important de constater que dans toutes les formations sanitaires, que ce soit privées ou publiques, qu'on doit pouvoir enregistrer des cas de paludisme. Et par rapport à ça, il est important donc de travailler
de façon concertée pour que ensemble on puisse booster hors du Bénin ou faire reculer le paludisme au Bénin. Quelle place occupe l'utilisation des moustiquaires dans la réduction de la mortalité et de la morbidité due au paludisme? Je viens de le dire, le paludisme constitue la première cause de consultation et d'hospitalisation au niveau de nos formations sanitaires au Bénin. Donc, l'utilisation des moustiquaires simples constitue déjà une barrière entre la nouvelle femelle de moustique et l'homme. Mais au-delà de ça, l'imprégnation de moustiquaires avec l'insecticide a encore deux actions complémentaires. C'est-à-dire d'abord l'élimination du moustique quand il se pose sur la moustiquaire, et l'effet répulsif du moustique permet également de chasser les moustiquaires. Donc voilà les avantages qui sont liés à l'utilisation de moustiquaires. Quelles sont les différentes phases de cette campagne? Merci monsieur le journaliste. Nous avons deux phases. La première phase, c'est d'abord la phase du dénombrement. D'ailleurs, c'est une phase qui a été lancée le 23 passé à Dassa par le ministre... 24 février. Le 24 février, oui, à Dassa, par le ministre de la Santé. Et le dénombrement a commencé depuis le 24 passé. Et ça va durer 18 jours, donc ça prend fin le 12 mars prochain. Alors, ce dénombrement se réalise en mobile, c'est-à-dire les agents dénombreurs doivent passer de ménage en ménage pour enrôler toutes les familles, tous les ménages, en fonction des informations qui sont paramétrées. Donc voilà, de façon résumée. Il faut aussi dire qu'après avoir recensé, collecté les informations, on doit pouvoir leur remettre des coupons. Et c'est ces coupons qui permettront à ces ménages d'avoir les moustiquaires après. Vous avez parlé de deux phases, phase de démembrement. Ça c'est la première phase. La deuxième phase qui concerne la distribution proprement dite, elle sera lancée le 28 prochain par le 28 mars. Normalement par le chef de l'État. Et cette phase va durer 8 jours, du 29 au 5 février. Mais je tiens à préciser que c'est 4 jours par village. Et cette fois-ci, les équipes de dénombreurs étaient à 2, mais les équipes de distribution seront à 4. C'est-à-dire en plus des 2 premiers, il y a le chef du village ou chef du quartier qui s'ajoute et un relais communautaire qui sera chargé d'expliquer comment on doit poser, comment on doit utiliser, comment on doit protéger même la moustiquaire. Merci, Dr Cyriaque Dossoa-Foukou. Avez-vous un message à l'endroit de la population? Bien sûr, je voudrais d'abord remercier les autorités à tous les niveaux, surtout les autorités du ministère de la Santé, les autorités politiques, tous les élus locaux, tous les agents de santé au niveau du système, de sous-système, les agents dénombreurs, la population elle-même. Et sans oublier les têtes couronnées et les dignitaires au niveau de tous les villages qui ont travaillé pour que cette campagne soit effective. Je pouvais avancer comme chiffre, nous sommes au 12e jour, mais jusqu'à hier, au J11, le taux de couverture est déjà à 76,61%. Donc ça vous réjouit? Ça me réjouit vraiment. Si on maintient le cap, ça va être bien. Ça nous permettra d'atteindre l'objectif fixé qui est de 100%. En fait, je voudrais exhorter le reste de la population à travailler selon leur agenda, puisque vous aurez constaté le dénombrement couvre les jours ouvrables et puis les week-ends. Donc, de tout faire pour que dans les 6 jours qui restent, ils puissent vraiment se rendre disponibles pour pouvoir se faire dénombrer. Donc, vos attentes, c'est 100%.
Voilà. Les citoyens vous écoutent et sûrement ils feront le geste nécessaire. Merci à vous, docteur Cyriaque Dosso Afoukou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Vous étiez là pour nous parler de la campagne nationale digitalisée de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Merci à vous. Merci. On poursuit cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a procédé ce jeudi 5 mars 2020 à l'ouverture de la 3e édition de la conférence sur la sécurité intérieure. Les travaux visent le renforcement et la prévention de la sécurité intérieure. La cérémonie d'ouverture a connu la participation des membres du gouvernement et celle de plusieurs autres autorités. Elia Djeran, Prudence Koussouran pour le point. Cette 3e édition de la conférence sur la sécurité intérieure, initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vise à réaffirmer le rôle non négligeable que joue chacune des couches de la société civile dans le renforcement et la prévention de la sécurité intérieure. C'est à ce titre que les hauts gradés de la police républicaine, les parlementaires, les autorités préfectorales ainsi que les organisations de la société civile sont tous conviés à réfléchir sur la synergie d'action pour garantir la production de la sécurité. Après les 2 précédentes éditions qui ont porté respectivement sur les thèmes suivants: la coproduction de la sécurité, défis et enjeux, et les innovations de la technologie dans la coproduction de la sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de réunir tous les acteurs concourant à la promotion de la sécurité dans notre pays autour d'un autre thème qui tient compte de l'actualité. Il s'agit du renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent. L'objectif poursuivi étant de renforcer la collaboration entre les acteurs régaliens et non régaliens dans la collecte et l'exploitation du renseignement en vue de prévenir toute forme de violence. Placé sous le thème « Le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent », cette assise est une occasion pour expliquer aux participants les stratégies à mettre en œuvre pour la bonne collaboration entre citoyens et forces de l'ordre en matière de sécurité au Bénin. Le Bénin est parmi les vedettes en matière de police citoyenne, communautaire, police de proximité ici dans la sous-région. Vous donnez vraiment des exemples. Et c'est pourquoi nous allons continuer à poursuivre aussi avec notre soutien aux échanges dans la sous-région. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a trouvé la bonne tribune pour expliquer que la sécurité doit cesser d'être l'affaire exclusive de la puissance publique. Il convient donc de travailler afin que les acteurs partagent et s'approprient la vision sécuritaire du gouvernement à travers les nombreuses réformes dont la plus imminente est la prévention de l'extrémisme violent. Le renseignement étant le pilier de la coproduction de la sécurité, il traduit le choix stratégique de mieux coordonner les informations pour leur pleine utilisation aux fins de produire la sécurité. La 3e conférence de sécurité intérieure devra déboucher sur des recommandations à impact positif sur le système sécuritaire. Mon département ministériel attend les recommandations pertinentes à l'endroit du gouvernement qui pourraient essentiellement aller dans le sens du renforcement de la collaboration entre acteurs régaliens et non régaliens pour la collecte et l'exploitation de l'information en vue de prévenir toute forme d'insécurité, y compris d'extrémisme violent. Les recommandations issues des travaux permettront d'affiner les stratégies sécuritaires en vigueur au Bénin pour faire de chaque citoyen un maillon essentiel de la consolidation de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les travaux du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique ont été officiellement lancés ce jeudi 5 mars 2020. Un projet qui a pour but de moderniser le secteur de l'énergie et de faciliter un meilleur accès à l'électricité au Bénin. C'était en présence des différents partenaires techniques et financiers et du ministre de l'Énergie, Sandra Fadei et Semiati Soufou.
Moderniser le secteur de l'énergie et faciliter un meilleur accès à l'électricité au Bénin est l'objectif principal du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique dans le département de l'Atlantique, PREHA. Un projet qui mobilise 41,65 milliards de francs CFA à son actif avec plusieurs partenaires financiers dont l'Union européenne, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement. Elle abrite des centaines de milliers de travailleurs qui se rendent quotidiennement à Cotonou, ce qui exige des infrastructures appropriées et le renforcement de l'accès aux services de qualité et à l'emploi. Ce projet visant à améliorer l'accès à l'électricité dans cette ville, basé sur un réseau de distribution renforcé, est une intervention importante, tant sur le plan urbanistique que sur le plan économique. Il permettra à environ 33 000 nouveaux ménages, soit 360 000 personnes, d'avoir accès à l'électricité et favorisera le développement des services des petites et moyennes entreprises qui, à leur tour, créeront des emplois et des perspectives économiques plus prometteuses. Le directeur général de la Société d'énergie électrique, SBEE, a détaillé les objectifs du projet PREHA. Ce sont bien sûr d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% de l'ensemble du département de l'Atlantique, d'assurer une plus grande couverture en alimentation électrique de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique. Et bien sûr, d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes qui ont été énumérés tout à l'heure et des réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune. Au ministre de l'Énergie d'exprimer sa gratitude aux différents partenaires financiers avant d'exhorter l'entreprise en charge des travaux au respect du délai. L'heure du développement du Bénin a sonné. Ce développement qui s'est traduit par un programme d'action du gouvernement jamais égalé. Je voudrais insister sur la qualité des travaux, premièrement, mais aussi le respect des délais de contractualisation. Et enfin, la prise en compte de l'environnement de travail. Et quand je parle de la prise en compte de l'environnement de travail, j'aimerais que la population environnante soit prise en compte, que la population environnante soit respectée dans le cadre de la réalisation de ces travaux. S'il y a des possibilités d'intégrer des jeunes de la communauté locale dans vos travaux pour qu'ils puissent avoir, je dirais, quelques activités qui vont leur permettre aussi de générer des revenus, je crois que vous pouvez y aller et je vous y convie vivement. Visite guidée du chantier, prestations des différents groupes folkloriques de la localité ont également marqué cette cérémonie. Les populations, quant à elles, se sont réjouies de l'initiative et ont salué les actions qu'entreprend le chef de l'État, Patrice Talon. Les dates des différents examens nationaux de l'année scolaire 2019-2020 sont connues. Le calendrier a été publié ce mardi 3 mars 2020 à travers un arrêté interministériel. Mais la question est de savoir à quel taux d'exécution des programmes sont les établissements. Élément de réponse dans ce reportage de Mathieu Bocor et de Prudence Koussoran. L'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, section normale, est fixé du 2 au 4 juin 2020. Du 17 au 20 juin 2020, les candidats au baccalauréat seront en composition des examens dont la réussite nécessite un travail en amont. Nous exécutons un certain nombre de tâches, entre autres la préparation du tableau, la mise à jour des emplois du temps qu'on remet aux collègues. Le taux d'exécution à la date d'aujourd'hui est d'environ 80%, voire plus. Quand je dis 80, c'est la moyenne. Sinon, dans certaines disciplines, c'est au-delà de 80. Chez nous, nous avons 4 SA et nous sommes en train de terminer avec le 3e SA. D'ici la fin du mois, nous allons entamer notre dernier SA. S'appuyant sur ce travail, les acteurs du système éducatif dévoilent les dispositions prises à quelques mois pour permettre aux candidats de faire face aux différentes épreuves des examens. Nous avons défini un certain nombre de stratégies. Et entre autres, c'est les cours de renforcement, ce qu'on appelle ordinairement TD, les travaux dirigés. Nous nous sommes entendus pour
après le dernier devoir, qu'il y ait ce qu'on appelle bachotage. Après avoir fini le programme, nous allons faire beaucoup d'exercices avec les apprenants, traiter les épreuves pour que, arrivé à l'examen, les enfants puissent mieux s'en sortir et bien travailler. À la question de savoir comment les candidats s'actèlent pour tirer leur épingle du jeu, ils répondent. Je m'organise en faisant beaucoup d'exercices, en travaillant avec mes frères. Si j'ai des erreurs, je me rapproche auprès de mes professeurs pour qu'ils m'expliquent ce que je ne comprends pas. Je m'exerce à la maison et j'apprends mes cours régulièrement. Je m'organise très bien car dans la classe, nous avons formé des groupes d'études dans toutes les matières. En tant que candidat au baccalauréat 2020, je dois être prête à n'importe quel moment, n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Donc, je suis prête. Une assurance qui n'empêche point les chargés des études à prodiguer des conseils. Ce qu'il reste à faire, c'est beaucoup et d'oublier ce qu'on appelle le stress pour pouvoir affronter les épreuves pour les prochaines séances. Je voudrais leur demander de consacrer beaucoup plus leur temps sur ce qu'on leur fait et surtout le bac comme le BPC ne se trouve pas ailleurs. C'est dans leur cahier. Au-delà de l'encadrement des enseignants, l'accompagnement des parents doit être de mise. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.